Bonjour Jean-François, Bonjour Kevin. on te retrouve de nouveau en direct de ta chambre d'hôtel à Cannes. Mais en effet, oui. Qu'est-ce que tu as vu de beau aujourd'hui? D'abord, deux films en compétition, deux films fort attendus d'ailleurs, A Touch of Sin du cinéaste chinois Jia Zhangke, et puis Le Passé, qui est le nouveau film du cinéaste iranien Asghar Farhadi, l'auteur de Une séparation. Mais on va peut-être commencer par A Touch of Sin, donc de Jia Zhangke. Alors, Jia Zhangke, ben, c'est un réalisateur qui a déjà un solide parcours, hein. Il a fait notamment des films comme Platform, The World, ou encore Still Life, et c'est vraiment le cinéaste qui est à l'écoute des mutations de la Chine, mutations qu'elles soient physiques, économiques ou encore sociales. Alors, A Touch of Sin, on peut dire que c'est un film qui s'inscrit dans la continuité de son œuvre, en tout cas du point de vue du regard qu'il porte sur la Chine, vu que c'est un film en fait où il entremêle quatre histoires qui vont lui permettre de dresser un portrait de la Chine contemporaine, une Chine qui est gangrénée à la fois par une brutalité économique et par une violence physique. Alors le fait que cette violence soit vraiment le thème central du film, mais ça donne un résultat un peu inattendu dans le chef de Giazinke. Bon, donc le film consiste vraiment en plusieurs segments qui s'enchaînent. Et alors, par exemple, le premier de ces segments, ben, c'est l'histoire d'un ouvrier d'une mine dans les montagnes chinoises qui est exaspéré par la corruption qui règne parmi les dirigeants de son village et qui va décider de prendre les choses lui-même en main. Et ça nous donne vraiment un segment qui évoque pas mal le cinéma d'action, donc très éloigné de ce qu'on a vu Giazinke faire auparavant. De même, il y a un autre segment ben, qui parle d'une hôtesse d'accueil d'un sauna qui va être harcelé par un de ses clients. Et là, cela nous donne vraiment un film avec des séquences dignes de classiques du cinéma d'arts martiaux. Donc, c'est tout à fait étonnant par rapport à ce qu'on a vu faire Giazinke auparavant au niveau de la manière. Je dirais, par contre, au niveau de la thématique, c'est tout à fait cohérent par rapport à son cinéma. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Giazinke réussit ici à se renouveler ben, tout en étant tout à fait conséquent. Et je dois dire que le portrait qu'il fait de la société chinoise, de ses mutations à nouveau, ben c'est un portrait à divers égards bien affolant. On peut dire que c'est vraiment un observateur ici qui a une conscience inquiète de l'évolution chinoise. C'est un film tout à fait fascinant, je trouve. Bien, bien, bien. Et alors le Faraday, une réussite aussi? Oui, globalement, c'est une réussite. Disons que c'est un film qui marque un cap dans le parcours de Farhadi, donc ce cinéaste iranien qui, une séparation, a apporté un peu une consécration internationale. Donc, il est pour la première fois à Cannes, mais il faut dire aussi que le passé, c'est son premier film tourné en France et en français encore bien. Alors bon, ça peut paraître surprenant, en même temps, c'est tout à fait cohérent. Là aussi, si on considère le scénario, puisqu'en fait, il s'agit d'une histoire qui voit Ahmad, un Iranien, en fait, revenir de Téhéran à Paris pour retrouver sa femme Marie, en fait, afin de finaliser leur procédure de divorce. Alors, plusieurs années se sont passées depuis son départ et la situation de Marie a sensiblement évolué, donc il la découvre enfin, au cœur d'une relation assez conflictuelle avec sa fille aînée et par ailleurs ayant une relation difficile avec le fils de son nouveau compagnon, qu'elle a rencontré après le départ de Hamad. Alors la présence ben, de ce regard extérieur, disons, va évidemment avoir une influence sur les événements, et c'est là le point de départ de cette histoire. Alors Farhadi, ben, on connaît un peu l'architecture de ces films, et ici encore, je veux dire qu'au départ de ce canevas, ben, il met en place une sorte de millefeuille, en fait, qui va dévoiler toute sa profondeur par couches successives. Alors, c'est un film, je le disais en commençant, je trouve c'est un film réussi, même si la première partie laisse quand même un peu craindre un drame petit bourgeois français, mais revu à la mode iranienne. Donc, pendant un moment, on a un peu l'impression que Farhadi cherche ses marques. Et puis, dans sa seconde moitié, on retrouve vraiment l'intensité de ces films précédents, donc de ces films iraniens comme Une séparation, mais aussi About Ellie. Alors, donc globalement, c'est une réussite. Moi, je pense d'abord parce que le scénario est
à la fois très habile, mais aussi très dense et très profond. Et donc, Farhadi, comme il a eu l'habitude de le faire dans ses films précédents, ben, il questionne la réalité, il questionne aussi nos certitudes de spectateurs. Donc, c'est quelque chose de tout à fait fascinant, et d'autant plus peut-être que le film, dans sa deuxième partie, adopte presque une structure de thriller assez tendue comme ça. Par ailleurs, il y a la qualité du jeu des acteurs, notamment de Tahar Rahim, qui est tout à fait épatant, mais aussi de Bérénice Bejo, qui est assez étonnant. Bérénice Bejo, c'était donc elle qui jouait dans The Artist. Et puis il y a là aussi dans le rôle de la fille aînée, Pauline Burlet, qui est une jeune actrice belge qui est tout à fait convaincante. Donc oui, c'est un tout bon film là aussi. Bien, très bien. On terminerait alors le petit tour par le film qui ouvrait la quinzaine des réalisateurs. Oui, et donc là, c'est The Congress, et c'est le nouveau film de Harry Folman, qui est ce réalisateur israélien qu'on avait découvert il y a quelques années ici en compétition, avec un film d'animation tout à fait étonnant qui s'appelait Valse avec Bachir. Alors ici, ben, il change de cap, puisque The Congress, ben, c'est un film qui se déroule en deux temps. Le premier temps étant du strict live action, et le film bascule ensuite dans sa seconde moitié dans une forme d'animation, mais qui est très différente de celle de Valse avec Bachir. Alors, l'histoire, elle est inspirée d'un ouvrage de Stanislas Lem, qui était notamment l'auteur de Solaris. Et c'est une histoire assez étonnante. Donc, dans sa première moitié, ben, on découvre une actrice, en fait, qui est Robin Wright dans son propre rôle, en fait, qui se voit proposer par son agent le rôle qui va en quelque sorte sceller sa carrière, vu qu'on lui propose d'accepter de se faire scanner, après quoi le studio Miramon pourra jouir comme il l'entend de son alias. Alors c'est un point de départ assez surprenant, mais c'est à la fois, je pense, pertinent et drôle. Hein. C'est une réflexion quand même sur l'industrie du divertissement qui manque pas de sel, et je veux dire où Robin Wright est tout à fait remarquable. Alors voilà pour la première moitié du film, et puis il y a vraiment deux films en un, c'est-à-dire que après une heure, ben, 20 ans se passent, et puis un basculement, et en fait on retrouve Robin Wright, mais en personnage animé, qui participe à un congrès du futur organisé par ce même studio, et elle est dans un monde en animation exclusivement, et qui est un monde où se déroule une histoire, disons, d'anticipation aux contours un peu flous. Alors voilà, ça c'est le schéma d'ensemble du film. Je dois dire tout de suite que autant la première partie j'ai- m'a m'a séduit, autant la seconde m'a laissé plus que perplexe. Hein. Ça ressemble un peu à un salmigondi assez indigeste. Je pense qu'il y a aussi un problème qui est lié à l'animation même, parce que bon, on est là dans ce qui est supposé être un film d'anticipation questionnant le futur. Or, l'animation, pardon, et on ne peut plus dater. Enfin, en fait, on se croirait quelque part dans un film d'animation des années 70. Bon, ça, c'est non seulement paradoxal, mais c'est aussi un peu problématique. Et je trouve qu'au bout du compte, cette seconde partie déforce l'ensemble du film, qui du coup devient une relative déception, malgré une première partie de haut vol. Tant pis, tant pis, tant pis. Chose qui arrive. Voilà. Peut-être un rapide survol alors des films de la journée dont on pourra parler demain. Oui, ben, il y a quelques tout gros morceaux, avec notamment ce soir le nouveau film de Hirokazu Koreeda, le réalisateur japonais, dont on va découvrir tel père, tel fils, bon, ben, qui est une histoire de famille apparemment, comme il en a déjà fait quelques mémorables, comme Nobody Knows ou Still Walking. Et puis demain, il y aura un autre film fort attendu, c'est Jimmy Peel, le nouveau film de Arnaud Desplechin, avec bon, son acteur fétiche Mathieu Amalric, mais aussi Benicio del Toro dans les rôles principaux. Donc voilà pour le programme à venir. Bien, bien, mais on se retrouve demain pour en parler alors. Mais avec plaisir.